à tous. J'ai la lumière dans les yeux. Voilà, donc moi je m'appelle Yvan. Je voulais d'abord remercier l'association Avenir Climatique de m'avoir invité. En fait, j'étais venu à un séminaire à Lyon où j'avais écouté des présentations très intéressantes, notamment sur le calcul du réchauffement climatique, et j'ai compris qu'on pouvait sérieusement dire que c'était pas des conneries. Donc, on m'entend pas? D'accord. Donc, ce n'était pas des conneries. Donc voilà. Alors, j'ai essayé de faire une présentation bien huilée. Malheureusement, dans le train, j'ai rencontré une personne dont j'ai pas su dire si c'était un génie ou un fou, donc il m'a pris mes 2 heures. Donc, je vais pas avoir de belles phrases de transition, et du coup, j'ai des anti-sèches. Mais en gros, en 2 mots, ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler argent. Argent, rentabilité, investissement. Moi, donc je travaille depuis 7 ans dans le secteur de l'énergie. D'abord dans une compagnie de conseil et d'audit américaine appelée Ernst & Young, peut-être que certains connaissent. Je me suis enfui 7 ou 8 mois après. Depuis, je suis à la Compagnie nationale du Rhône, donc c'est le groupe GDF Suez, et je travaille sur les marchés de l'électricité. Donc d'abord en tant que risk manager, ensuite market analyst, et après commerçant, parce qu'on ne traduit pas le mot commerçant dans ma société. C'est un peu comme chez Microsoft, on ne traduit pas le mot Microsoft. Donc voilà. Mais bon, entre nous, on peut dire trader. Alors, j'ai déjà une personne qui veut me pendre, mais je sais pas, je crois que c'est Jean. Ouais, voilà. Voilà. Donc j'étais à la fin trader en électricité. Depuis un mois, je travaille sur un nouveau projet qui s'appelle Origo Circuit, et en fait qui consiste à réunir tous les consommateurs qui souhaitent valoriser l'électricité renouvelable. En fait, l'idée, c'est de dire que si c'est pas le consommateur qui crée de la valeur, on va pas réussir à durablement pouvoir investir dans l'énergie renouvelable. D'ailleurs, ça m'amène à faire un petit test. Je voulais savoir si l'Assemblée était représentative finalement de l'ensemble des Français. Donc je voulais savoir dans la salle si les personnes pouvaient se lever, celles qui sont favorables au développement des énergies renouvelables. Donc levez-vous. Vous voulez pas vous êtes pas sûr? Non, juste feignant. Juste feignant. C'est un vrai problème, hein, la feignantise. Ah, c'est représentatif des Français. Mais on va y venir. Restez debout. Maintenant, j'aimerais bien savoir parmi ceux qui, vous êtes déjà rassis, mais c'est pas grave. Donc ceux qui consomment de l'électricité renouvelable, vous pouvez vous rasseoir. Non, pardon. Ceux qui n'en consomment pas, asseyez-vous. C'est-à-dire, est-ce que vous consommez de l'électricité renouvelable? qu'est-ce qu'on en sait? Si vous en savez rien, vous ne consommez pas d'électricité renouvelable, donc vous pouvez vous asseoir. Vous restez debout. Enercop? Je suis au bois, moi, alors. Enercop? Je sais pas. Planète oui, peut-être. Non, mais plutôt que ceux qui restent debout ont un contrat explicitement avec un... Voilà, en fait, la question, c'est de savoir qui consomme de l'électricité renouvelable. L'électricité. Je crois que c'est toujours. Non, c'est un choix. Il y a des gens qui peuvent consommer de l'électricité renouvelable et d'autres qui font le choix de ne pas le faire. C'est par fainéantise ou parce qu'ils veulent pas. Voilà. Donc en gros, si vous êtes chez Enercop, vous consommez de l'électricité renouvelable. Si vous êtes chez Planète Oui, vous consommez de l'électricité renouvelable. Si on a une connexion réseau. Une connexion réseau? Individuelle, connexion réseau. Quand on est chez EDF. Si vous vous êtes connecté à rien du tout et que vous avez pour votre propre électricité renouvelable, vous consommez de l'électricité renouvelable. Sinon, vous consommez le mix que EDF vous propose, donc 80% de nucléaire, 10% de renouvelable et le reste en charbon et gaz. Donc je Voilà. consomme de renouvelable. Pardon? 10% ou 20%. 10%, voilà. On finance les énergies renouvelables, l'électricité à la prise. Vous n'avez pas le choix de consommer cette électricité. Oui. Non, mais c'est la réalité, c'est un marché. Hein. On finance de l'électricité renouvelable quand on est chez Enercop, mais on ne sait pas quelle électricité, quelle centrale a produit pour nous. Ce que Enercop dit, c'est qu'il achète les garanties d'origine associées à la production des centrales auxquelles il achète l'électricité, et donc il les réserve pour vous. Donc, en d'autres termes, vous consommez l'électricité renouvelable dans les proportions que l'électricité de la production qui a été injectée dans le réseau. Donc 100% de votre consommation est couverte par une production qui a été tracée. C'est couvert au moment, mais pas forcément au moment où on la consomme, il peut y avoir un décalage dans le temps. Ça c'est le problème de convention, mais effectivement on peut toujours aller plus loin dans les mesures de calcul. Mais dans l'idée, c'est que vous avez quand même fait ce choix. D'accord. Et sur des panneaux solaires, si on produit l'électricité mais qu'on la revend après. Non. D'accord.
Non, là t'es producteur. Voilà. D'ailleurs, tu as un super tarif, on te rémunère très bien pour ça. Et tu produis, tu ne consommes pas. Oh, mais la tarif, c'est fini. Voilà. Ouais, d'ailleurs, c'est pour ça que je fais cette présentation, c'est très intéressant. Donc voilà, donc en fait, c'est un peu pour en venir à ce problème de décision. En fait, le consommateur n'est pas au centre de l'investissement aujourd'hui dans l'énergie renouvelable. Donc voilà, donc en gros, on aime tous l'électricité renouvelable et est-ce qu'on est prêt à payer pour ça? Bah, non. Même les plus convaincus dans cette assemblée. Donc en fait, la présentation. Ah oui, non, je change. Alors il faut que je m'organise. Ça, c'est le problème des anti-sèches. Comment ça va marcher ça? Ouais. Donc en fait, ma présentation va tourner autour. D'abord, de faire un état des lieux du développement de l'électricité renouvelable en Europe. Et ensuite, on va vite se focaliser sur comment valoriser l'électricité sur les marchés, parce que finalement, c'est la question clé. C'est de savoir, quand on nous parle, je sais pas, vous avez sûrement lu des articles sur la rentabilité des installations renouvelables. Des fois, dans des journaux très sérieux, on crie « Ouah, ça y est, on est presque à un niveau où les installations peuvent être rentables par rapport au prix de marché, prix de l'électricité, etc. » Ce qui est complètement faux. Mais en fait, le but c'est de vous essayer de vous faire comprendre comment fonctionne cette valorisation en fait. Comment est pricé, donc comment on attribue un prix à l'électricité. Ensuite, je vais aller un petit peu sur finalement les méthodes actuelles de financement de l'électricité, vu que de toute façon elle n'est pas rentable, donc il faut de l'argent par ailleurs. Et enfin, on va essayer de voir un peu quels sont les problèmes et quelles sont les solutions. Si on veut pouvoir financer de l'électricité grâce à un marché qui, en clair, finalement, un marché, c'est quoi? C'est une demande. Si on prend l'exemple, par exemple, de l'œuf, j'aime bien, l'œuf de la poule élevée en plein air est rentable. Pourquoi? Parce que les gens choisissent de payer plus cher pour avoir un œuf dont les poules ont été élevées en plein air. Voilà. Si on disait non, mais il faut vendre l'œuf au prix de l'œuf en batterie, ça ne marcherait pas. L'électricité, c'est un peu pareil. Donc voilà. Alors, un état des lieux du développement de l'électricité renouvelable en Europe. On peut dire que en Europe, on est les meilleurs. Il n'y a pas de honte, hein. On a quand même eu les objectifs politiques les plus ambitieux. On a investi beaucoup d'argent dans le développement de l'électricité renouvelable. Et donc effectivement, la puissance installée en Europe a augmenté significativement. Donc là, vous avez les principaux pays européens qui ont investi. L'Allemagne est passée donc en 5 ans à doubler sa puissance installée. Elle est passée à 80 000 pratiquement, même maintenant en plus, parce que là, c'était à la fin 2013. Donc 80 000 mégawatts de puissance installée, c'est pas anodin, c'est beaucoup. Les pics de consommation en France, on est un très gros consommateur d'électricité. En hiver, c'est 95. Donc on a pratiquement autant de puissance installée renouvelable en Allemagne que notre pic de consommation en France. Il y a quand même une différence entre la puissance installée et oui. ce qui est produit réellement. Oui, mais non, mais ne soyez pas désolés, c'est exact. Mais c'est simplement pour dire que voilà, il y a eu quand même un effort de fait dans le développement. Et surtout comparativement, si on compare à ce qui est fait aux États-Unis, ce qui est fait dans d'autres pays, il y a eu une vraie volonté politique de développer ce secteur d'activité. Juste une petite question, thermique, ça correspond à quoi? Thermique, biomasse. En fait, ce qu'on appelle thermique, c'est dès qu'on brûle quelque chose pour faire l'électricité. Mais l'électricité, oui, c'est que l'électricité. C'est du renouvelable thermique, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est la biomasse, c'est la géothermie, c'est tout ce qui... Pas la géothermie, pardon? Pour faire de l'électricité. Pour faire de l'électricité, ouais, voilà. Donc avec un bilan carbone neutre, parce que on a capté autant de CO2 qu'on en a produit pour faire l'électricité. Il n'y a pas le Non, là, c'est que de l'électricité. L'électricité. Ouais. C'est la capacité installée de moyens de production électrique. En énergie renouvelable brute, je pense qu'il y a des pays qui font mieux que l'Europe, notamment ceux qui, enfin en pourcentage en tout cas, ceux qui n'ont pas beaucoup d'autres sources d'énergie que la biomasse. Peut-être. Les forêts souvent aussi. Ouais. Le Danemark n'est pas dans le trio de tête. Non. En pourcentage. Oui, en pourcentage. Non, mais là j'ai mis les grosses. Sinon, ça m'aurait mis un petit. D'ailleurs, au passage, ceux qui ont un petit esprit de compétition, le Royaume-Uni est passé devant nous l'année dernière. Ils ont doublé. Hein. Ils font de l'éolienne offshore, c'est pas mal. Donc voilà. Donc pour rejoindre l'intervention, effectivement,
Parce que là, c'était bon, là, on s'est un peu redoré la pilule, on est content de nous, mais donc ça, c'était les efforts. Maintenant, les effets, c'est quoi? On a quand même on a constaté une baisse de CO2 liée à la production électrique en Europe. Alors, il y a eu différents facteurs, hein. Effectivement, il y a une augmentation de la puissance installée renouvelable, une amélioration de l'efficience des centrales thermiques, charbon et gaz aussi, hein, qui émettent moins de CO2 maintenant pour faire l'électricité, et aussi une stagnation de la consommation, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est quand même en période de crise économique, c'est pas anodin. Et maintenant, pour rejoindre l'intervention, là, ça donne une meilleure vue des vrais effets de tous ces efforts. On a une augmentation finalement de 2% par an de la part relative renouvelable. J'ai exclu l'hydraulique. L'hydraulique, c'est ce qu'on pourrait dire qui a finalement les mêmes caractéristiques, hein, pas de déchets nucléaires, pas d'émissions CO2, et qui est relativement stable. Il n'y a pas un potentiel de développement énorme de l'énergie hydraulique. Et il y a une raison particulière pour qu'en 2011, il y a 2% de moins qu'on a retrouvé en 2012. L'hydraulique? Ouais, en hydraulique. Il a moins plu. Ouais, c'est des choses qu'on constate à l'échelle macro au niveau de l'Europe. Effectivement, oui. Ah, tout à fait. Ouais, c'est aussi la faiblesse de l'énergie renouvelable. C'est-à-dire que les années où il y a moins de vent, moins de soleil ou moins d'eau, etc., bah oui, la part relative est moindre. Voilà. Alors, bon, moi, voilà, là, ce problème, c'est que j'ai pas fait des super transitions, mais l'idée donc de la présentation, c'est de parler de la rentabilité donc des investissements dans le renouvelable, mais donc d'aller un peu en amont et de regarder un peu comment se forment les prix de l'électricité, pour qu'on puisse avoir un œil critique quand on parle de rentabilité, etc. Donc je vais prendre un peu de temps, c'est un peu scolaire. Aïe, ça pique les yeux. Mais en gros, je voulais vous expliquer comment sont formés les prix de l'électricité. Alors n'hésitez pas à poser des questions. J'avais dit que ce serait une présentation courte. J'espère qu'elle sera finalement assez courte. N'hésitez pas aussi à me dire hein, si je suis un peu en retard. Donc en gros, l'électricité, comment ça se valorise? On va prendre une unité de temps minimum, parce que finalement, la production d'électricité, en fait, c'est une maintien d'une puissance sur une période de temps, et donc on considère que c'est un volume d'électricité produite. Donc c'est ce qui fait qu'on passe d'un mégawatt à un mégawattheure. Le produit d'électricité, c'est un mégawatt pendant une heure. Et chaque heure, finalement, est un produit spécifique. Parce que l'électricité ne se stocke pas, ou en tout cas très mal. Et donc, en fait, chaque heure a un prix qui correspond à un équilibre offre-demande sur cette heure-là. Ce prix équilibre offre-demande se traduit par ce qu'on appelle le coût marginal. Et le coût marginal, en fait, est déterminé c'est le coût marginal de la centrale la plus chère qu'on va solliciter pendant cette heure. Donc en fait, il faut imaginer qu'on a un ensemble de centrales disponibles, on va les ordonner des moins chères aux plus chères par rapport à leur coût marginal, et on va toutes les utiliser pour atteindre le niveau de consommation, et à ce niveau de consommation atteint, on va regarder la centrale la plus chère, et c'est ça qui va faire le prix de l'électricité sur cette heure. Paul ? La centrale la plus chère, c'est le coût marginal, c'est le coût du combustible en fait. Alors, ouais, j'y vais venir, justement, on va pouvoir faire un petit jeu là-dessus, mais effectivement, le combustible va jouer un rôle dans le coût marginal, pas pour toutes les centrales. Donc là, par exemple, là on a, c'est en anglais, bon. Donc ça a été ordonné, donc on a ce qu'on appelle Renewable Electricity Source, donc c'est le renouvelable, la lignite, charbon dégueulasse allemand, le steam coal, donc là c'est un charbon qui a un meilleur rendement, et le gaz. Ouais. Alors là, je suis resté dans la financement. Mais voilà, donc effectivement, donc le combustible a un effet sur le calcul du coût marginal. Donc en gros, je sais pas, est-ce que quelqu'un veut s'amuser à voir quelles sont les composantes du coût marginal du gaz, d'une centrale gaz? Et l'investissement, mais qui n'est pas énorme. Investissement, non, zéro. Parce que l'investissement, en fait, on a sa centrale. Ça a été un bon investissement, un mauvais investissement, c'est pas grave, on va quand même produire. Oui, d'accord. Donc c'est bien la différence. Coût de la matière première. La manœuvre. Non, manœuvre non. Bah, on peut rappeler des employés. On a un mec en garde quand ça fonctionne pas. Quand ça fonctionne, on a 3 mecs en garde. D'accord, négligeable. C'est significatif, d'accord. Négligeable. Mais d'accord. De l'électricité ou quelque chose comme ça pour faire fonctionner le système quand il est en marche. Ouais, négligeable, on va dire. Il n'y a pas des frais de raccordement ou de mise d'électricité sur le réseau? Non. J'en ai donné un deuxième, l'efficience de la centrale.
C'est-à-dire par rapport à 1 MWh équivalent de gaz, combien de mégawattheures électriques on va produire. Donc pour 1 MWh de gaz, on va en fait faire 0,5 MWh électrique. Donc l'efficience est une composante très importante. Bon, ça c'est pas très facile à deviner. Mais il y a un troisième. La taxe au distributeur. Je vais vous donner un indice, c'est quand même lié à une réglementation de l'Europe qui a été faite pour améliorer les conditions relatives au réchauffement climatique. Ça a eu un impact très important à une certaine époque. Maintenant, malheureusement, Le coût du carbone. Le coût du carbone, effectivement. Donc pour chaque mégawattheure, pour chaque tonne de CO2 émis pour faire de l'électricité, on doit payer une taxe. Donc ça va être les composantes du coût marginal gaz. Le charbon, c'est à peu près la même chose. Maintenant, est-ce que quelqu'un peut me donner les composantes du coût marginal de l'éolien? L'éolien. Zéro. C'est pas cher. Voilà, donc c'est un des trucs assez intéressants et qui a un impact vraiment important, on va le voir par la suite, sur le prix de marché de l'électricité, c'est que toutes les électricités renouvelables ont cette particularité de ne rien coûter en coût marginal. Donc là, c'est une illustration un peu de... C'est pas tout à fait vrai parce que le thermique, c'est pas vrai. Pardon? Une centrale à biomasse, c'est pas vrai. D'accord, mais c'est subventionné. Non, mais même je veux dire, le coût marginal n'est pas nul parce que le bois, il faut l'acheter. Oui. Parce que moi, mon bois, je ne suis pas zéro. D'accord. On est d'accord, mais c'est subventionné, donc c'est même négatif. Et c'est la même chose pour l'éolien d'ailleurs, c'est pas zéro en fait. Le coût marginal dans le marché de l'éolien, c'est moins 50. Il y a des prix négatifs dans l'électricité. Une subvention à la production, c'est-à-dire une subvention conditionnée par le volume produit, ou c'est une subvention découplée C'est proportionnel. En France, c'est bête et méchant. En France, c'est bête et méchant. On paye pour chaque mégawattheure produit, etc. Ce qui engendre en fait des anomalies assez énormes, notamment en Espagne où il y a beaucoup d'éoliens. Des fois, on arrête l'éolien parce qu'en fait, on produit trop d'électricité. Et aussi, on aurait pu le transporter en France, mais on n'a pas les câbles. Donc voilà. Donc là, c'est un peu une illustration. En fait, on a empilé les moyens de production et avec des coûts marginaux qui correspondent. Donc là, on va avoir du renouvelable, du nucléaire. Et on commence à ranger dans le thermique. Après, il y a de l'hydraulique qui revient par-dessus parce qu'il y a les réservoirs qui permettent en fait de produire au moment qu'on a choisi. Et donc, il y a un effet d'optionnalité par rapport à ça. Enfin, mais voilà. Donc en fait, l'idée, vous la retrouvez là. Nucléaire, coût marginal, du coup, c'est le combustible et donc négligeable aussi. Négligeable. Ouais. Négligeable parce qu'effectivement, il y a un coût de combustible, mais les coûts d'arrêt de démarrage est tellement énorme qu'on va pas arrêter une centrale nucléaire parce qu'elle n'est pas rentable sur une heure. Ouais. On va continuer à produire. Donc en fait, le coût marginal est pratiquement zéro aussi. Donc voilà. Mais alors, la conclusion, c'est que quoi qu'il arrive, donc les prix de l'électricité, ça se traite comment sur les marchés? Par exemple, on va acheter ce qu'on appelle du 5 MW France baseload. Donc ça veut dire qu'on va produire 5 MW pendant toute l'année, sur toutes les heures, en France. Et ça, c'est un produit financier. Et en fait, c'est comment on estime, parce qu'il a un prix ce produit financier. En fait, on va essayer d'anticiper la moyenne de toutes les heures qui composent l'année 2015. Voilà. Et c'est ça le jeu qui fait qu'on va voir si on peut acheter ou vendre de l'électricité. Ça va? Voilà. Et donc ce prix-là n'est pas suffisant. C'est ça qui n'est pas suffisant pour permettre des investissements dans le renouvelable. Parce que finalement le coût moyen par rapport à un investissement dans une éolienne, par rapport à sa durée de vie, etc., fait que c'est tellement cher que c'est pas le prix de marché qui va permettre en fait de justifier cet investissement. Et c'est cet écart-là qu'on regarde pour estimer si finalement le renouvelable est rentable ou pas. Aujourd'hui, il ne l'est pas. Il ne l'est pas parce qu'il est en dessous, mais en plus on va voir, il ne l'est pas parce qu'il a un effet négatif sur les prix de marché. Parce que comme vous l'avez vu, le coût marginal du renouvelable, c'est zéro. Donc dès qu'on investit dans du renouvelable, mécaniquement les prix de marché baissent. Et donc effectivement, quand on voit des super articles, on dit ah mais regardez, ça commence à se rattraper, finalement les prix de marché baissent parce qu'il y a une crise économique, etc. machin. Mais en fait, si on commence à investir dans le renouvelable, les prix vont encore plus baisser. Donc finalement, la rentabilité, on l'aura jamais. Voilà. Ça s'est construit, c'est uniquement à cause des subventions. Oui. Ah, clairement. On n'aurait aucun éolien ou photovoltaïque si ça n'avait pas été subventionné. C'est beaucoup trop cher. Le marché privé, on va dire, sans subvention, ne l'aurait jamais payé. Sauf si les gens sont prêts à payer pour du renouvelable. Sauf s'il y a un autre marché, quoi. Mais effectivement, sur la base du prix de l'électricité, juste le prix d'avoir le droit de se chauffer
et de s'éclairer, non. Je comprends pas pourquoi du coup l'investissement ne prend pas en compte le prix de l'électricité. Pourquoi il ne dépend que du prix? Parce qu'une fois que tu as investi dans ta centrale, après tu prends à chaque fois la décision de produire ou de ne pas produire. Et c'est pas le coût d'investissement qui fait qu'une fois qu'elle est là, tu vas choisir de produire ou de ne pas produire. Ton investissement il a été bon, il n'a pas été bon, tant pis, il est là. Ton argent tu l'as déjà dépensé. Maintenant c'est la question, c'est maintenant tu as ton moyen de production, est-ce qu'à cette heure-ci je vais gagner de l'argent en la produisant? Ton choix de prendre la voiture le matin pour aller au boulot ne dépend pas du prix de ta voiture. Il dépend du coût de l'essence. Ouais, par exemple. Oui, t'as quand même les coûts de maintenance. Ta voiture, au bout d'un moment, moi j'ai envie de l'enlever parce que je paye l'assurance, je paye la réparation et... Donc tu considères qu'en fait, tu vas jamais réussir à... En fait, ça te coûte plus d'argent de garder ta centrale que de t'en débarrasser. Et donc, pas toujours, hein. Enfin, si on n'a plus derrière les sous de traitement de déchets et tout ça. Oui, effectivement, mais dans ce cas-là, tu désinvestis, quoi. Tu vends ta centrale, mais tant que tu l'as. Tant que tu l'as, ok, mais pour pouvoir maintenir la même quantité d'électricité nucléaire, par exemple, il faut quand même en reconstruire des centrales. Oui, c'est ça, et du coup, il y a l'investissement futur qui compte, il n'y a pas juste l'amortissement. Fatalement, l'investissement va quand même jouer. On va choisir on est d'accord qu'on parle d'autre chose, hein. On ne parle pas de la décision de produire à chaque fois. On parle de la décision de garder une centrale, de continuer à... Effectivement, mais c'est un autre débat. Mais après ça, c'est là où il y a une différence avec la voiture, c'est que la voiture, si on roule 2 fois moins, on va la garder 2 fois plus longtemps. Alors, la centrale, si on l'allume que la moitié du temps, je suis pas sûr qu'on la garde je sais pas, mais il y a l'évolution technologique, l'évolution de normes et machin, parce que la centrale est quand même 40 ans, je pense qu'elle va durer 100 ans. Oui, vas-y. Pour fonctionner pendant 40 ans, ça fonctionne que pendant moitié de puissance pendant 40 ans, elle dure 80. Ça va le temps? Il y a une dégradation des matériaux matériellement. Alors, je vais poser une question, puis après je vais quand même enchaîner un peu. Si vous voulez, en fait je vais essayer d'enchaîner un peu. Mais... C'est une info, mais c'est une info de troisième main, donc ça part avec des pincettes. Mais en gros, c'était. Non, mais c'est l'homme qui avait l'autre. C'était, je crois, un grand compte d'EDF, peut-être un ancien PDG ou autre chose, dont les propos avaient été rapportés en dehors du micro évidemment, mais c'était genre. Alors que c'était un grand compte d'EDF qui disait, avec toutes les règles qu'il y a dans sur les prix d'électricité en Europe, je sais pas comment ça marche. Ouais. Donc c'était genre le mec, le CEO, CFO, CEO. Mais le PDG de ma boîte nous fera jamais cette présentation. Hein. Non mais je veux dire, avec tous les mécanismes, les gens ne comprennent pas comment ça marche encore, et les industriels se tirent les cheveux en disant est-ce que ça va jamais marcher. Donc c'est pas anodin si on a tous du mal à comprendre. Non, mais effectivement. Je vais continuer. Ah oui, pardon, je vous ai pas parlé. Donc le système de subventionnement. Pour l'électricité, qu'est-ce qui fait le prix du pétrole, de matière, de l'or, je sais pas. Oui, mais l'électricité, c'est surtout à cause des réglementations. On continue. Je vais continuer, ouais. Donc je vais passer juste sur le système de financement actuel. Donc c'est pas un système de financement de marché. Donc on a décidé par des décisions politiques d'investir dans le renouvelable. Comment ça marche? C'est en France, c'est l'obligation d'achat. Donc en fait, le consommateur est obligé de payer une taxe qui s'appelle la CSPE. Donc c'est pas un choix, hein, on est d'accord. Même si c'est proportionnel à la consommation, c'est une taxe, comme la TVA. Cette CSPE est collectée par EDF, compensée par l'État, et EDF en fait est obligé de payer toutes les installations à caractère renouvelable à des prix fixés. Et ces prix, c'est ceux-là, peut-être qu'ils doivent être mis à jour, mais en gros, l'éolienne en mer, 130 € du mégawattheure, éolien en terre, 82 € du mégawattheure, etc. Le prix de l'électricité aujourd'hui en France, c'est 40 € du mégawattheure. Donc voilà, ça vous donne un peu une idée de l'écart, enfin du consommateur qui paye l'État. Donc c'est le consommateur qui paye tout. Consommateur, non, mais dans ce système-là, il paye EDF. Oui, mais l'État, il obtient ses fonds pour payer la compensation à partir des consommateurs. Il y a des apports. Donc finalement, tous ces prix donc, de 130 € par mégawattheure pour les en mer, par exemple, viennent du consommateur. Mais même pas du consommateur. À la limite, c'est même pas un consommateur. Dans ce cas-là, c'est un contribuable, quoi. On est d'accord, hein. On n'est pas dans une situation de consommateur. Un consommateur, il fait un choix. Il choisit d'acheter ou de ne pas acheter. Là, c'est bien. En fait, je l'ai appelé consommateur parce qu'effectivement, c'est proportionnel à sa consommation d'électricité, mais c'est une taxe.
Le système allemand est pareil, non? Il est pareil, un peu différent, on peut en parler, mais dans l'esprit global, de toute façon, c'est la subvention. Alors là, je vous ai mis quelques slides de l'Agence internationale de l'énergie, parce que c'est la classe, enfin, je veux dire, c'est un peu le FMI de l'énergie, quoi. Eux, ils disent que finalement, on va continuer à investir dans le subventionné, comme ça, massivement, etc., avec une part de non subventionné qui devrait augmenter, parce qu'ils ont fait des calculs sur la rentabilité, etc., moi, j'y crois pas. Et ensuite, là vous avez en fait la part, enfin je vous ai mis ce graphe parce qu'en fait il dit que l'Europe va continuer à investir de plus en plus sur la base des subventions dans l'électricité renouvelable. C'est pas ce qu'on voit, hein. Enfin, ça, ce rapport je pense qu'il doit avoir un an. Mais aujourd'hui les États européens ils en peuvent plus quoi. En Espagne ils ont totalement arrêté, en France on vient de le dire ils ont baissé, en Allemagne qui était quand même la locomotive du renouvelable il quand même une baisse, en Royaume-Uni ils font un petit effort. On voit que là ça stagne et ça baisse pour l'Union Européenne. Ici là, c'est la part verte. Hein. On parle de quoi? C'est la part bleue. Oui, non, mais attends, on est déjà en 2030 là. Mais là, ça devrait augmenter quoi. D'accord. Oui. Voilà. Parce que là, on en est là pour l'instant. Enfin, comme ça. La tendance actuelle, c'est pas, et ça va être difficile quoi. Même si ça. Je veux dire, ça commence à de plus en plus difficile à faire avaler. Par exemple, les consommateurs allemands, ils en peuvent plus. Hein. Je veux dire, la part de CSPE que eux ont dans leur renouvelable, parce que vous avez vu le niveau d'investissement qu'ont fait les Allemands, ça coûte très cher. Quoi. Emmanuel Valls, il n'a pas dit que. Il me semble dans son discours, il n'y a pas un truc sur les énergies renouvelables. Qu'est-ce qu'il a dit? Dans son discours, il y a un truc. Ah, ok, je comprenais avec autre chose. Okay. Bon voilà, donc là je vais un peu confronter les prix de marché par rapport aux renouvelables, donc c'est un peu pour voir un peu quand on regarde tous ces articles qui disent que le renouvelable rejoint en fait les prix de marché. Effectivement, on peut voir que en fait ce qui s'est passé c'est que les coûts générés pour faire des panneaux solaires ont fortement baissé, mais amélioration de la technologie, fort investissement chinois. Bon après on pourra calculer le bilan total d'un panneau photovoltaïque chinois, mais c'est un autre débat. Mais en tout cas les coûts ont fortement baissé. Mais par exemple, il ne faut pas oublier, comme je vous ai dit, le problème c'est que un effet du renouvelable, c'est que quand on produit en renouvelable, le prix de marché baisse. Et ça c'est un graphe qui est très intéressant, qui est fondamental. En fait c'est le prix moyen des heures par rapport au niveau de production éolien. Donc en gros, s'il n'y a que 1000 MW de production sur une heure, généralement les prix sont à 50. Quand on passe à 12 000, parce qu'ils ont 12 000 puissances installées, on est plutôt vers 30 en moyenne base. Et en fait, sur beaucoup d'heures, par exemple en off-peak, donc sur les heures de faible consommation, pendant la nuit, on est à 0. Et on est à 0 parce qu'en Espagne, c'est interdit d'avoir des prix négatifs. En Allemagne, on peut avoir du moins 160. Par rapport à ce graphe, ça veut dire, grosso modo, quand une éolienne produit en Espagne, grosso modo, toutes les éoliennes en Espagne produisent, donc il y a beaucoup d'énergie renouvelable, donc on n'a pas besoin d'aller chercher dans une centrale à coût marginal élevé pour produire. La fin est juste, le début, je sais pas. En fait, c'est un constat. C'est-à-dire que là, ça vient du fait que tous les renouvelables produisent un petit peu en même temps. En fait, quand c'est le cas, c'est-à-dire quand on a effectivement 12 000 MW voilà. sur une heure, oui, voilà, on ne va pas solliciter le thermique. Ouais. Pardon? La nuit, tu as dit que le prix pouvait être négatif qu'avant 160. Ça arrive. Mais du coup, ça veut dire que si je branche mon sèche-là, je gagne de l'argent ou... Toi, non. non, ça veut dire qu'un producteur... Hein, ça veut dire par contre un producteur va payer pour produire. Parce qu'il va être subventionné. Non. Parce qu'il est obligé de produire, par exemple, le coup d'arrêt de démarrage fait que il y a une inertie dans les centrales, donc en fait on va continuer à produire, même si les prix sont bas, en dessous de son coût marginal, déjà on perd de l'argent, qu'il soit négatif ou pas, finalement ce qui est important c'est l'écart par rapport à ce que ça te coûte, hein, de toute façon. Mais ouais. L'éolienne, ça peut s'arrêter facilement. Alors l'éolienne ça peut s'arrêter facilement, oui, et d'ailleurs c'est d'où ces fameuses contradictions où tout d'un coup en Espagne ils vont arrêter toutes les éoliennes. Et c'est dommage, parce que finalement ils vont continuer à faire produire du charbon, etc. Est-ce que ça n'empêche pas justement l'arrivée de prix négatifs justement, parce que si les prix commencent à être négatifs, le producteur d'éolien, il dit c'est pas grave, moi je coupe mon éolienne plutôt que de payer. Mais l'éolien, mais pourquoi ils sont négatifs? C'est parce que justement l'éolien lui continue à gagner de l'argent quand c'est négatif. Parce que lui c'est subventionné, donc en fait, à moins 160, si lui de toute façon il reçoit 200, mais il gagne encore 40. Hein.
quand tu dis que les prix sont négatifs, c'est-à-dire que le producteur produit et il gagne 0, ou il produit et en plus il doit payer quelqu'un. Il doit payer. Qui? Il doit payer, en fait, 10 000. Il y a un système jusqu'à, soit il paye à une autre contrepartie qui lui finalement est intéressé de l'arranger, soit à la fin il y a un système de marché d'ajustement, etc. C'est des détails, mais il paye. Voilà. Donc du coup, pour en revenir au marché, donc voilà, donc les prix de marché ne permettront pas, en tant que tel, de l'électricité ne permettront pas de rendre rentables les installations renouvelables. Ceci dit, il y a quand même un article qui est très important, une directive européenne, qui oblige de tracer le flux d'électricité de la production à la consommation. Et donc, ça permet à chaque consommateur de choisir finalement la centrale de production qui va fournir son électricité. C'est du papier, certes, mais en fait, ça permet chaque centrale, chaque producteur de renouvelable reçoit un certificat, et ce certificat, il peut le vendre au consommateur qui est intéressé de finalement subventionner, enfin finalement consommer, parce que lui, du coup, il est consommateur, comme on achèterait un œuf de poule élevé en plein air, il va te dire, voilà, moi, c'est cette centrale qui m'intéresse, par rapport à ma consommation, je veux financer cette centrale. La centrale, elle reçoit un certificat du volume équivalent à ce qu'il a produit, et il peut vendre ce certificat au consommateur qui veut. Vous m'avez suivi? En gros, c'est un autre marché. C'est ce qui permet de dire, voilà, je n'achète pas d'électricité, mais j'achète de l'électricité renouvelable. Et comment on fait concrètement? Concrètement, aujourd'hui, c'est pas facile. Oui, Aujourd'hui, aux consommateurs, aux particuliers, Enercop, Planet Oui le font. En fait, c'est une garantie de prix au renouvelable. Alors que s'il n'y avait pas cette garantie de prix, s'il y avait le renouvelable serait acheté à 0. S'il n'y avait que du renouvelable, en fait, il serait acheté à 0 par les prix de marché. Non, parce que le renouvelable, quand tu t'injectes l'électricité dans le marché, par exemple la CNR, pour travailler, on est hydraulique. Donc finalement, le coût marginal est à 0, mais c'est pas pour ça qu'on est payé à 0. On est payé au prix de marché. Oui, exact. Mais le truc, c'est que voilà, donc ce certificat a un prix, et finalement, le prix de l'électricité renouvelable, c'est le prix de l'électricité plus son caractère renouvelable. Le problème aujourd'hui, c'est que ça n'intéresse personne. Et donc ce prix est très bas. Et donc, du coup, ça ne permet pas de financer des futurs investissements. Pourquoi? À cause de nous, quoi. On ne consomme pas. Voilà. Donc, ça, c'est un peu pour expliquer le système. Donc, finalement, il y a différents types de centrales. Il y a des centrales thermiques qui vont faire soit émettre du CO2, soit engendrer des déchets nucléaires, et des centrales qui n'auront pas ce caractère-là. Ces centrales-là, c'est un cahier des charges défini dans tous les pays. C'est très basique, hein. C'est pas de CO2, pas d'émission de déchets nucléaires. Il reçoit ce certificat. Ce certificat, il a le droit de l'attribuer au consommateur qui le veut. Et c'est ça qu'en fait, quand Enercop vous achetez l'électricité, vous achetez de l'électricité, mais en fait, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris un contrat d'électricité, il a acheté les garanties d'origine correspondantes, il ficelle le tout et il dit voilà, vous avez des électricités renouvelables. Parce qu'effectivement, l'autre solution, ce serait de construire un câble de la centrale à vous. C'est dommage. On a un réseau électrique, autant l'utiliser. Et puis ça marcherait pas en plus. De tirer un câble du renouvelable. Ça veut dire que le consommateur, il faut lui consommer la moitié du bon, quoi. Bref, ça n'a pas de sens. Voilà, on est d'accord. Mais c'est pas parce qu'on a un réseau électrique qu'on peut pas faire comme les consommateurs de Janis. C'est Janis, hein? Janis. Qui expliquait que finalement dans certains pays, ils avaient leur petit kit, etc. Qui permettait de consommer renouvelable. Nous, on est contraints, on a un système très développé, on a tous un réseau qu'on utilise. Mais c'est pas parce qu'on a ce réseau-là. Pardon? Tu l'appelles contrainte? Contrainte, j'ai dit? Ah non, tu te dis, on est contraint. On a la chance d'avoir un réseau. Oui, on a la chance, mais c'est pas pour ça qu'on ne peut pas prendre la décision de consommer renouvelable. Là, ils n'ont pas les choix, là. Parce que les gens ont tendance à dire, oui, mais de toute façon, on utilise le même réseau, donc c'est du papier, etc. Non. En fait, c'est une action, c'est de dire, voilà, moi, je plébiscite le renouvelable, je lui donne de la valeur. Et c'est comme ça qu'en fait, on pourra créer un système de valorisation de l'électricité renouvelable basé sur un mécanisme de marché, de demande des gens. Voilà. Alors ça, c'est un petit graphique qui explique un peu le comportement de différents pays. C'est assez intéressant. La France, on est assez basique en fait. On produit du renouvelable et on consomme l'équivalent. En gros, on ne l'exporte pas parce que ça peut s'exporter. Hein. La Norvège produit à 80% du renouvelable, 90%. Mais ils n'en consomment que 30%. Et ils s'en foutent.
Pourquoi? Parce qu'ils disent non, mais nous on n'y croit pas, le système ça ne dérange pas. Ceci dit, les producteurs norvégiens ils sont bien contents de les vendre aux Allemands, qui eux se disent oh mais notre parc nucléaire, notre parc électrique est dégueulasse, on fait du charbon et ça. Moi je veux consommer renouvelable. Donc eux consomment plus renouvelable qu'ils ne produisent. En France, on s'en fout parce que dans notre tête, on a l'impression que de toute façon, c'est EDF, c'est nucléaire, donc en fait, on n'a pas l'impression qu'on est maître de cette action. Donc on ne réfléchit même pas là-dessus. D'ailleurs, c'est quand même intéressant parce qu'on est ici dans une assemblée de gens qui sont quand même très intéressés par les problématiques d'énergie, de climat, etc. Très peu ont fait ce choix de consommer renouvelable. En Belgique, le copain de ma sœur. Pardon? Qui consomme renouvelable? Qui consomme renouvelable? C'était ma question tout à l'heure. De l'électricité renouvelable. De l'électricité renouvelable. D'accord, vous leviez comme ça. Non mais on est une assemblée sensible au CO2 plus qu'au renouvelable. Ah donc pour toi c'est pas lié. Non mais a priori je pense que le groupe ici est plus sensible. Enfin, je pense qu'il est plus sensible à l'énergie précisément. Là c'est intéressant. Ok, mais donc voilà, donc des comportements différents. Juste pour dire pour l'anecdote, ma sœur. On a oublié de s'enregistrer ça. Ma sœur a un copain belge qui est guitariste ou chanteur. Et lui, il est capable d'avoir une discussion avec moi sur les certificats verts. Je veux dire, à la base, c'est pas quelqu'un qui naturellement était censé être informé là-dessus. En Belgique, tout le monde sait ce que c'est de consommer vert ou pas. En Hollande, 60% des consommateurs consomment vert. Donc les gens ont cette problématique en tête. En France, pourquoi on ne le fait pas? Parce que EDF n'a aucun intérêt à communiquer là-dessus, parce que c'est assez contradictoire, ils se tirent une balle dans le pied. Consommer renouvelable, pourquoi? Parce que le reste c'est pas bien. Ah ouais, mais alors du coup, les 80... non, on préfère investir dans le renouvelable. Vous voyez? Donc en fait, il n'y a pas de jeu de concurrence qui permet d'avoir de la communication là-dessus, et il n'y a pas de communication de toute façon de notre distributeur principal, parce qu'il n'a pas un intérêt fondamental de présenter les choses comme ça. Alors ouais. Mais bon, ouais, effectivement. Non, je vais juste enchaîner, parce que je crois que je suis... Ouais, voilà, non, c'était justement... obligation de tracer, réglementaire de tracer la production, l'électricité que vous consommez. Chaque année, avec votre facture d'électricité, vous recevez un petit camembert comme ça. Ça, c'est disponible sur le site d'EDF. En fait, voilà, c'est ce que vous avez consommé comme électricité. 80% de nucléaire, 12,5% de renouvelable, patati patata de thermique. Mais c'est cette mention que je voulais quand même, sur laquelle je voulais attirer votre attention. En outre, certains clients ont souhaité acheter de l'électricité avec une garantie d'origine renouvelable. Les volumes correspondants ont donc été déduits du bouquet énergétique d'EDF représenté ci-dessus. Donc vous, consommateurs qui n'avez rien choisi de faire, vous consommez moins de renouvelables parce que EDF a vendu des garanties ailleurs. Voilà. Mais c'est comme ça que ça marche, c'est très bien, hein, parce que effectivement, il y en a qui disent oui, mais moi je les veux, donc ils les achètent. Mais c'est un mécanisme de marché. Voilà. Des questions? Les Norvégiens, j'ai vu, ça m'a surpris dans ce nuage. Donc ils produisent 95% de renouvelables, par de gauche là. Mais en fait, dans ce qu'ils consomment, ils importent du nucléaire et du fossile. Non, en fait, ils vendent les garanties d'origine. D'accord. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'en fait, les garanties d'origine, on peut les vendre, c'est un système européen. Il n'y a même pas besoin d'avoir le raccord réseau qui permet l'échange de l'énergie qui va. Ouais, alors après, les problèmes de techniciens, d'ingénieurs sur où va l'électricité, etc., finalement, c'est de la convention. Au bout d'un moment, on se dit, voilà, quel est le minimum de convention? Ce qu'on a décidé, c'est que finalement, les pays qui étaient membres du système pouvaient s'échanger les garanties d'origine. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est parce que là, bon, c'est proportionnel, hein, mais le marché allemand, c'est énorme. En fait, les garanties d'origine vont de la Norvège en Allemagne. Non, si demain, on décide tous de passer chez Enercop. Ouais. En gros, c'est sympa. C'est vrai. En gros, EDF gagne 0 et que tout le parc alors Enercop serait obligé de changer son business model. Bah, il peut les acheter au Suisse là. Pardon? Il peut acheter en Norvégien aussi.
Oui, mais Enercop a quand même. Alors, c'est un peu différent de ce que d'ailleurs du projet de Rigaud. Hein. C'est que eux revendiquent en fait une sélection de petits producteurs ultra renouvelables, plus verts que verts, et qui en fait qui rassemblent en coopérative et ils vendent de l'électricité produite correspondante aux consommateurs. Si vraiment ils ont un succès énorme, admettons ils ont 25% de part de marché en France, ils vont être obligés finalement d'élargir leur base de production. Et donc ils vont être obligés, c'est pour ça que je dis qu'ils sont obligés de changer leur business model. Ils sont obligés de changer la communication. Alors je travaille pas pour Enercop, donc je vais pas trop parler à leur place. Ils vendent que leurs certificats produits par leurs producteurs. Ils font pas d'achat-vente de certificats verts. En plus c'est enregistré, alors déjà la boulette avec ma sœur. Non mais en gros, je veux dire le business model d'Enercop, en gros ce qu'il dit c'est qu'ils rassemblent des producteurs et que c'est ces producteurs qui vont alimenter la consommation des clients. Mais ils seront obligés, enfin je veux dire, s'ils font bien leur travail, ils sont obligés d'utiliser de toute façon la garantie d'origine, c'est le minimum vital, c'est ce qui permet de tracer, sinon ils peuvent pas dire que c'est renouvelable. Ça c'est le minimum. Mais j'ai aucun doute, ils le font. Hein. C'est-à-dire que quand je donne 1 euro de facture à Enercop, EDF perd 1 euro. C'est-à-dire qu'en gros, si moi je passe chez Enercop, du coup, EDF perd ma facture au profit de Enercop. Si Enercop est ton distributeur, effectivement, EDF perd un client. D'accord. Non, mais ça veut dire que. On s'investit dans Enercop et moins dans oui. C'est-à-dire, mais c'est ni plus ni moins que perdre un client. C'est-à-dire que lui, il produit son électricité, soit il la vend sur les marchés de gros parce qu'il n'a pas assez de clients pour les vendre au détail, soit il les vend au détail. C'est dur. Mais c'est pas plus. Enfin, faut voir. C'est ni plus ni moins que ça. Hein. Ouais. Et pour la division de prix, l'ordre de grandeur, si on paye par exemple 100 € de facture d'électricité chez Enercop ou chez un autre qui fait du 100% renouvelable, ouais. Sur ces 100 €, il y a combien d'euros qui sont juste pour la qualification, c'est pour 100% renouvelable, et combien qui sont pour rémunérer les producteurs au moyen d'électricité? La garantie d'origine est pratiquement gratuite. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un producteur injecte de l'électricité renouvelable dans le réseau, il a le droit d'avoir ce certificat qu'il peut ensuite donner et vendre. Donc si le producteur est genre 50% plus cher, ça veut dire que les 50%, c'est pour rémunérer leur service de mise en relation entre producteur et consommateur. S'il te vend 50% plus cher, c'est que... Alors je parle du producteur, après vu que ça peut se vendre, il y a un marché du certificat, donc ce certificat aura un prix en fonction de la demande des gens. Et c'est ce prix-là que tu vas payer en tant que consommateur. Après, si en plus le distributeur, lui, a une politique marketing, il arrive à faire un joli paquet, il vous vend ça avec des belles images, etc., il peut faire une politique de prix. C'est comme un iPod, hein. Ça se vend beaucoup plus cher que le Samsung, c'est le cas, quoi. Je sais pas. Mais enfin voilà, c'est du marketing. C'est le packaging marketing qui fait que c'est 50% plus cher en sachant que le certificat est juste une boutique plus cher. Non, alors le producteur reçoit son certificat, mais après il le vend. Donc toi, en tant que consommateur, tu achètes le certificat à un prix de marché, plus une marge liée à... Et à la louche, c'est combien? Alors aujourd'hui, la garantie d'origine en tant que telle, ça vaut que dalle. L'électricité renouvelable n'a pas. En gros, moi, si tu veux, là, on a un projet. L'idée, c'est de le rendre disponible et facile à tout le monde, et ça va t'augmenter ta facture d'électricité de 2 ou 3%, mais même pas. Même pas. Donc, en gros, donc, ça veut dire que si c'est 50% plus cher, c'est qu'il y a 48% qui sont pour me donner bonne conscience, et c'est parce que j'accepte de les payer. Non, s'il y a ça plus cher, c'est que ton distributeur a réussi à faire un super marketing et il gagne bien sa vie. Merci beaucoup. Merci.